grand débat national qu'on a commencé hier, sur lequel vous avez travaillé, qu'on continue aujourd'hui, sur lequel on a travaillé sur différents thèmes, mais avant de travailler sur les thèmes, on a défini des règles du jeu. Et c'est Gaëtan qui est le gardien des règles du jeu. Respect de la parole de l'autre, pas d'interruption, et essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Ensuite, bienveillance et non-jugement. Dissocier une idée, un point de vue de la personne qui l'exprime. Pas de gestuelle montrant un soutien et une désapprobation afin de rester neutre face aux personnes qui argumentent, pour ne pas les influencer dans leur argumentaire. Et pour finir, il n'y a pas de limite donnée au temps de parole, cependant nous demanderons aux participants d'avoir une parole courte, afin qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer, et le modérateur aura le loisir de couper la personne si elle s'exprime trop longtemps. Est-ce que dans le débat qui est porté aujourd'hui sur les limites de la démocratie, le tirage au sort peut être un élément de réponse? Alors pour ça, plutôt que de faire la théorie, on s'est dit qu'on allait faire de la pratique. Et pour faire de la pratique, on a tiré au sort, on a essayé de tirer au sort 10 lauréats. Alors je dis on a essayé, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont refusé. Ils sont où ceux qui ont refusé? C'est-à-dire qu'ils ont travaillé ensemble sur si on introduisait du tirage au sort, comment ça devrait marcher pour que ça fonctionne. Et ils en sont sortis avec 10 principes qui, d'après eux, d'après nous, puisque je suis en fait le 10e, qui, d'après nous, pourraient faire fonctionner le tirage au sort. Donc on va vous proposer, pour commencer de faire le tirage au sort, chacun va rapidement énoncer ces 10 principes. On prendra peut-être quelques minutes pour en discuter. Ça nous intéresserait de savoir si le résultat de cette délibération collective convient à la salle qui a désigné ces tirs au sort, si je puis dire, et puis convient aux ministres qui peuvent changer la Constitution ou porter un certain nombre de choses. Toute personne éligible peut être justement tirée au sort. Donc ça veut dire plus de 18 ans et pas de limite dans l'âge. Toute personne tirée au sort a le droit de refuser, parce que c'est le principe de responsabilité et de liberté de chacun. Le point numéro 3, c'est que toutes les personnes qui ont été tirées au sort auront le même statut que les élus actuels. Et le principe numéro 4, c'est donc la nécessité et le droit à la formation pour être armé et avoir le même statut qu'un élu. Donc on était parti sur une formation de 4 mois, notamment sur le terrain, avec par exemple des anciens députés, mais que cette formation soit neutre pour qu'ils ne soient pas biaisés et qu'elle soit totalement impartiale. Les enfants puissent acquérir dès le plus jeune âge des compétences pour savoir argumenter son point de vue, parler avec les autres, écouter et se questionner profondément sur leur place d'humain au sein de leur vie, leur place de citoyen. Donc ça réfléchit dès le plus jeune âge pour qu'ils puissent habiter leur future vie d'humain et de citoyen. Il n'y aurait pas de tirage au sort pour les sénateurs et le président de la République. Plus sérieusement, on a réfléchi notamment en partant de l'Assemblée nationale, comment on pouvait mettre en place le tirage au sort des députés. Et pour ça, on a réfléchi à l'aspect des circonscriptions, donc répartir les circonscriptions. C'est-à-dire que, prenons une circonscription où il y aurait 5 députés, un département où il y a 5 députés, pardon. On change les circonscriptions pour avoir 4 députés, 1 par circonscription, et le dernier député est tiré au sort. Vu le nombre de personnes qu'on a à l'Assemblée nationale, c'est à peu près 500 députés, ça fait à peu près 20%. Les conseils municipaux, les conseils départementaux et les députés, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important que certains soient tirés au sort? Et pour compléter ma question, l'un des enjeux dans le débat, c'est souvent de parler de la place de la proportionnelle, qui est une manière de représenter différemment par un vote. Donc j'aimerais juste bien comprendre ce qui vous amène à avoir la proposition d'avoir des députés, etc., qui sont tirés au sort, parce que voilà, vous n'avez pas expliqué le pourquoi. Le problème de l'abstention et du désintéressement de la vie politique en France traîne depuis pas mal d'années et différents mandats présidentiels. Et donc comment on peut redonner finalement cette envie de participer à la démocratie aux gens? Donc en les impliquant directement, d'où l'idée de tirage au sort. Pour répondre à votre question, Madame la Ministre. Vous parlez de légitimité. D'accord, vous avez été élu. Mais combien d'élus aujourd'hui sont représentatifs fondamentalement des gens qui ont voté pour eux? Il y a énormément de distance, et c'est pas pour dénigrer le travail que font les politiques, parce qu'on en a besoin. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste revoir un peu les choses et complémentarité des choses? C'est pas une guerre qu'on essaie de mener, c'est juste quelque chose de bon, voilà, vous entendez dans les paroles. Pourquoi on essaie
choisirait pas en fait ce système parce que finalement c'est un peu le but de la vie ou la création d'entreprise. On lance dans quelque chose, on ne sait pas trop vers quoi ça va nous amener, mais en fait les échecs auxquels on va se confronter vont nous permettre de rectifier le tir et finalement on pourra juste essayer et au fur et à mesure améliorer notre démarche en fonction des résultats qu'on obtiendra. Et je pense qu'il peut vraiment sortir des belles choses justement si on essaie d'aller vers le changement parce que souvent le changement c'est positif et voilà, on peut apprendre de nos erreurs et voilà. Je dis souvent aux élèves que j'ai en face de moi qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Et si je tombe face à 10 représentants tous xénophobes, homophobes, aux antipodes de ce que je crois moi et qui ne me ressemblent pas du tout, ben je vais devoir le supporter et dire bah c'est le hasard, merci monsieur hasard. Et ouais, c'est ça qui me dérange en fait sur cette représentativité, ce tirage au sort. Ouais, c'est la malchance, mais c'est la réalité quoi. Et à certains moments on a de la chance, d'autres on en a. À d'autres périodes on n'en a pas quoi. Oui, donc on a vu que la Constitution finalement était un symbole de notre démocratie et qu'à ce titre, elle a subi beaucoup de mutations à travers notre histoire. Et on s'est rendu compte finalement qu'aujourd'hui, elle n'est plus adaptée. Donc c'est un constat qu'on fait. Elle est rassurante de par sa stabilité, mais on s'enferme aussi parfois dans un espèce d'hyperlégalisme qui est paradoxal. Parce qu'on n'a plus les moyens d'agir rapidement, concrètement, pour faire évoluer notre société. Les jeunes, ils ont des propositions à faire et des choses à dire sur tous les sujets. Il y a un journaliste, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « Mais finalement, ce débat, il ne concerne pas les jeunes. Ça parle d'environnement, de fiscalité, de services publics, de démocratie. » Et je lui dis « Mais en fait, c'est quoi pour vous ce qui concerne les jeunes ?» Il n'y a pas de truc précis sur la jeunesse. Mais vous savez, c'est pas comme au restaurant ou à la crêperie où il y a le menu petit mousse pour les enfants et la carte pour les adultes. Quoi. En fait, tout concerne tout le monde. Et les jeunes, ils sont des jeunes. On parle de débat comme les autres. Vraiment, il faut se guider et aller chercher d'autres jeunes aussi pour contribuer. On assiste aujourd'hui à une grosse mutation sociale, une grosse mutation sociétale, avec notamment l'émergence du numérique et qui demande à une refonte du système éducatif, qui passe quand même en grande partie par la formation des enseignants. Par rapport à la diversité des formations, il faudra aussi réfléchir au fait qu'il y a des formations qui se passent à l'université, mais peut-être valoriser aussi les formations manuelles, donc des savoir-faire assez importants dans notre territoire, et peut-être justement réussir à des complémentarités, donc des travails de projet de groupe, effectivement. Ça pourrait valoriser d'un côté le savoir-faire des personnes et la formation acquise dans nos grandes écoles et universités. D'abord, l'enseignant, c'est celui qui donne le savoir. Maintenant, le savoir, il est accessible pour ceux qui ont accès à Internet. Et du coup, c'était un peu se reconcentrer sur quel est le rôle vraiment de l'enseignant, qu'est-ce qu'il doit apporter aux élèves. Nous, ce qu'on en a constaté, c'était plus se concentrer sur les soft skills, essayer de développer une pédagogie qui aille vraiment vers aider les élèves à développer leur personnalité, à s'exprimer. On parle des sujets comme l'environnement, comme tout ce qui est capitalisme et ce genre de choses, mais tout ça, ça part de l'éducation. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, on n'investit pas énormément sur l'éducation, et bien au contraire, on fait des économies sur l'éducation. Vraiment, le problème que j'ai aussi, c'est que l'école est pensée à un niveau national, tout en sachant qu'il faut vraiment qu'elle parte plutôt du besoin des gens et des réalités du terrain. D'un quartier à l'autre, il y a toujours des sensibilités différentes, il y a toujours des personnalités différentes, et du coup des personnes qui apprennent de manière différente. Et moi, ma proposition, ça serait vraiment que nos objectifs soient nationaux, sur ça, j'ai aucun problème, mais que dans la méthode d'apprentissage, elle soit vraiment différente en fonction des populations et des personnes directement. Sur les sujets d'éducation, volontiers, et j'essaierai même d'inviter Jean-Michel Blanquer pour qu'il soit avec nous autour de la table. Je pense qu'il sera ravi d'être là. Je pense que moi, je suis totalement pour s'adapter aux besoins, parce que la réalité, c'est que selon les territoires et selon le milieu dans lequel on est, on n'a pas les mêmes chances quand on arrive à l'école, parce que malheureusement, il y a des jeunes qui ont moins de chances de par leur origine sociale, familiale, qui ont moins d'apports autour de l'école pour apprendre en dehors de l'école. Et donc, tout ce qu'on fait sur le dédoublement des classes dans les REP et REP+, pour qu'il y ait un plus grand taux d'encadrement dans ces quartiers-là, ça partit vraiment de cette logique d'adaptation des moyens aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc pour aller plus loin et éventuellement aller à d'autres adaptations, je suis très preneur d'idées. Voilà ce que je voulais dire, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis remercier Martin évidemment pour avoir organisé ce débat. Emmanuel ? Moi je vais dire deux mots.
engagement et espace de débat. Vous nous avez dit qu'il faut plus d'engagement et on a besoin d'un espace de débat. Moi, l'engagement, je le vois ici, donc je voudrais le saluer dans cette salle. On est à l'Institut de l'engagement et je voudrais vraiment saluer la motivation, l'enthousiasme que vous mettez là-dedans. Et les jeunes ont bien sûr leur place intégrale dans le débat. On a besoin d'espace de débat, parce que c'est ce qu'on fait aussi, là en lançant ce débat avec tous les citoyens sous plein de formes différentes. Emparez-vous du débat, dites-nous ce qu'on doit faire, on vous écoutera. Merci beaucoup. Merci.